Bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour en particulier au tout premier connecté pour nous retrouver, Nathalie, Valérie de Gisors, Annie, tiens j'ai repéré une Claudia également, j'ai repéré ici Baptiste Laureau. Bonjour Sylvain. Bonjour, et puis bonjour je repère Thomas. ici celui qu'on connaît depuis 30 émissions maintenant parce que c'est la 30e. Depuis presque 30 ans. Thomas Dubois. Salut Sylvain, salut Baptiste. Alors aujourd'hui... de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Il s'agit de la course au masque, on va y revenir, c'est une journée importante, puisqu'à 15h, le Premier ministre va s'exprimer, il va certainement nous indiquer un certain nombre de choses importantes dont on va débattre un peu ici, on va y revenir. On vous emmènera au zoo, au CERSA, on ira aussi du côté du Mont-Saint-Michel, on va vous montrer des images du Mont-Saint-Michel sans absolument personne. On vous présentera une start-up, on ira aussi du côté d'Évreux. Voilà, c'est le programme pour aujourd'hui. Messieurs les journalistes, vous titrez « La course au masque ». Ça y est, c'est parti ? C'est parti avec le gros point d'interrogation, c'est est-ce que la France en a assez pour assurer le déconfinement qui est annoncé pour le 11 mai. Les précisions seront données cet après-midi par le Premier ministre à 15h. Voilà, c'est attendu quand même. Le Premier ministre est attendu de pied ferme. De pied ferme, oui. Il y aura du monde devant les écrans à 15h ? Ah bah certainement, l'émission d'aujourd'hui est très importante, mais celle de demain elle va être encore plus importante. On va avoir plein de choses à dire, forcément, parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Édouard Philippe, il est attendu de pied ferme par tout un pays pour savoir précisément comment ça va se passer à partir du 11 mai, notamment dans les écoles. Vous pensez qu'il peut y avoir ce que j'appellerais des scoops, c'est-à-dire des choses qui sortent de son discours que n'ont pas forcément anticipé les journalistes qui nous parlent à longueur de journée ? On pensait qu'il y a encore une dizaine de jours que l'école ne reprendrait pas avant les vacances d'été. Ouais. On nous a annoncé un retour le 11 mai, donc oui, il peut y avoir des surprises, que ce soit sur la santé, sur l'école, sur le travail, ce qu'il va y avoir des choses de dites sur le télétravail, sur l'indemnisation au chômage partiel. Il va y avoir des précisions qui vont être dites. On peut remarquer quand même que traditionnellement, il y a toujours des infos qui fuitent avant, et là, pour le coup, la com a été hyper verrouillée. Honnêtement, ça va être quand même pas une surprise, mais en tout cas, il y a beaucoup de suspense par rapport à cet après-midi. Alors, si vous voulez intervenir, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, avec bien sûr les web spectateurs de Paris-Normandie, sur le site parisnormandie.fr et puis sur la page Facebook de Paris-Normandie. Et puis, comme chaque jour aussi, avec tous les auditeurs de Radio Sensation sur les différentes fréquences de cette radio. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Tiens, on va repasser le téléphone. Vous pouvez téléphoner. Et puis, en fonction des sujets que vous souhaitez aborder, eh bien, on peut vous prendre en direct en plateau. La réalisation vous passe le numéro 02 35 14 57 55. On peut peut-être le laisser un petit peu à l'écran pour vous laisser le temps de le noter. Appelez-nous et puis on pourra dialoguer ensemble. C'est l'intérêt de cette émission interactive et participative. On est avec le docteur Burel. Bonjour Bruno Burel. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lignes Ouvertes. Docteur Burel, le médecin consultant de PNTV. On pouvait difficilement ouvrir sans vous, docteur, puisque, encore une fois, la course au masque est bien intéressant d'avoir l'avis du médecin que vous êtes sur cette actu particulière. Est-ce que vous serez à 15h devant le Premier ministre, docteur Burel, déjà ? Est-ce que vous serez devant votre télévision à 15h ? À 15h, peut-être un petit peu, je regarderai un petit peu peut-être en différé parce que j'ai des rendez-vous à 15h, mais oui, c'est bien sûr je suis ça de près. Alors les deux choses que je suis, c'est à la fois l'actualité politique du coronavirus et puis l'actualité médicale, toutes les publications qui paraissent, parce que c'est quand même un sujet très très mouvant et les certitudes de la veille ne sont pas toujours vraies le lendemain. Vous montriez tout à l'heure à l'antenne, docteur Burel, le masque là. Oui. Comment vous en êtes doté du masque ? Est-ce que vous en avez assez dans la relation avec vos patients ? On a eu un vrai problème. Oui, on a eu un... Alors, d'abord, on ne consulte pas un seul patient qui n'a pas de masque. Donc, il y en a beaucoup. Et si vous regardez dans la rue, il y a beaucoup de gens avec des masques maintenant. Donc, beaucoup de patients arrivent au cabinet, que ça soit... Nous, on est 4 à consulter ensemble en ce moment. Les kinésithérapeutes ont repris leur activité depuis hier, donc ça redémarre doucement. Et donc, les patients viennent tous avec un masque. Et ceux qui n'en ont pas, on en a suffisamment pour leur en donner lors de la consultation. Ils repartent avec. Voilà. Donc, oui. Et puis, sans compter les masques destinés aux professionnels. Depuis 3 semaines, en tout cas nous sur Rouen, on a les équipements nécessaires pour ce qui est des masques. Alors après ça, les charlottes, les surblouses, tout ça, non.
Mais bon, on voit quand même beaucoup moins de suspicions de Covid ces derniers jours. Sur le plan sanitaire, est-ce que vous avez docteur Burel, est-ce que vous avez des attentes précises par rapport à cet après-midi, par rapport au discours, aux déclarations que va faire Édouard Philippe ? Des attentes, j'ai surtout des réponses à des interrogations que je me pose. Comment on va faire dans les transports en commun? Comment on va faire dans les entreprises? Comment on va faire dans les écoles pour à la fois assurer une certaine distanciation et respecter les gestes barrières et permettre à la vie de reprendre, parce qu'il y a vraiment pas d'autre solution que de reprendre la vie. On ne peut pas rester en train de mourir dans son coin à cause du Covid, parce qu'il s'agit bien de ça. S'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien. On salue Momo, qui est un fidèle de l'émission, qui nous dit « Merci au Havre qui fabrique des masques en grand nombre et gratuits ». Alors, précisez-nous, Momo, d'ailleurs, qui fabrique, quelle entité particulière. Momo, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Le numéro a été communiqué et on vous prendra en régie. Oui, de toutes parts, des masques se fabriquent de plus en plus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir le nombre de personnes que souvent des femmes toutes seules, mais des petites entreprises qui soit étaient dans la couture, soit se reconvertissent. Donc après ça, on va voir quelle est la qualité des masques. Mais je ne suis pas très inquiet. Je pense que le 11 mai, on aura des masques anti et tout le monde aura au moins de quoi se mettre un masque sur le nez pour ressortir, ça oui. Mais par contre, restons prudents, gardons les mesures de distanciation et les mesures barrières. Docteur Burel, le 11 mai, pour le 11 mai, c'est la rentrée des classes, en tous les cas pour certains. Le conseil scientifique s'est prononcé contre. Les pédiatres hier se sont prononcés pour, en tous les cas, n'ont pas émis d'avis défavorable. Vous, votre position, c'est quoi, docteur ? Ma position, alors elle va être un petit peu provocatrice. Je pense que le conseil scientifique est un peu monomaniaque, c'est-à-dire qu'il est constitué de gens qui voient tout à travers le Covid et tout à travers l'hôpital. La vie est beaucoup plus complexe, les enfants sont beaucoup plus complexes, les êtres humains sont beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et tout ce qu'on est en train de perdre sur le plan de l'équilibre social, sur le plan de l'équilibre sanitaire, mais économique, mais aussi sanitaire, car tout ce qu'il y a comme retard de soins actuellement, on va le payer très cher. Donc c'est bien de se protéger du Covid, mais c'est pas toute la vie le Covid. Docteur Burel, est-ce que vous connaissez Patrick Air ? Oui. Oui, le Pacha, le patron de l'Armada, le rassemblement des grands voiliers de Rouen. Voilà. Et Patrick Air nous regarde et puis tiens, si Patrick Air a envie de nous appeler, qu'il compose le numéro, peut-être qu'on peut le repasser, le numéro de téléphone. Je joue d'opportunité puisque ça nous ferait plaisir de passer dans l'émission quelques instants avec Patrick Air. Voilà, que Patrick Air appelle le 02 35 14 57 55. Et puis on échangera avec lui puisque c'est l'organisateur d'un grand événement. Il a aussi son avis sur la question. Docteur, Nathalie nous demande, j'ai des charlottes, à qui dois-je les donner ? Je pense que le plus simple, alors ça dépend, si elle a dans son entourage des structures médicales qui en ont besoin, qu'elle les donne directement à ces structures-là. Sinon, on peut centraliser soit à l'Union régionale des médecins libéraux, soit à l'ARS pour savoir à qui les donner. Donc, elle appelle un des numéros qu'elle trouve facilement sur Google pour savoir qui en a le plus besoin. Après ça, moi, je ne vais pas dire telle structure en a plus besoin que telle autre. Donc, si elle, dans sa proximité, elle a une structure de santé qui en a besoin, qu'elle n'hésite pas. Ouais. Voilà, Nathalie, la réponse pour vous du docteur Burel. Réponse personnalisée. Baptiste. Docteur, autre question. Les médecins faisaient le constat qu'il y avait un petit peu une désertion de leur cabinet liée au Covid, une crainte en tous les cas de se rendre chez le médecin. Est-ce que vous sentez que les gens reviennent un petit peu vous voir Un petit peu, oui. Parce qu'on se rapproche du déconfinement, ils ont moins peur. Comment vous estimez ce retour ? Oui, mais pour plein de raisons, parce qu'on se rapproche du déconfinement, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas très bien, que leur diabète n'est pas forcément équilibré, que leur cœur, ils sont de plus en plus essoufflés, quel traitement, parce que les pharmaciens, on leur a donné le droit de renouveler les traitements à la fin de leur date légale, sauf que adapter un traitement sans examen complémentaire, sans avoir à la fois l'examen clinique et les examens complémentaires nécessaires, c'est pas forcément. Et donc de fait, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Et puis il y a des patients qui ont des symptômes
symptômes pour lesquels ils ne consultent pas, et c'est peut-être quelque chose d'embêtant, voire grave. Donc oui, il faut consulter. Les médecins maintenant sont équipés complètement pour que tout se fasse avec une protection maximale, et donc laisser des maladies évoluer sera sûrement très péjoratif. C'est ce que je disais tout à l'heure, le tout Covid n'est pas une politique sanitaire, c'est une politique sanitaire sur un sujet qu'est le Covid, mais qui entraîne des tas de négligences d'autres pathologies, et donc voilà, il faut absolument consulter son médecin sans aucune restriction quand on a des symptômes. Merci beaucoup, docteur Bruno Burel. On vous retrouve dans les jours prochains, en fonction des sujets abordés, puis en fonction aussi de votre agenda, puisque vous l'avez remarqué, on évite de trop tirer sur la corde et de trop vous avoir longtemps en plateau. Merci à vous. C'est très gentil. Au revoir docteur. et bonne journée. Martin Torrent est allé dans la rue, il est allé voir ce que pensaient les passants au gré de son micro et de la caméra là qu'il a promené, et voir ce qu'ils pensaient justement de cette fameuse course au masque. Regardez, on se retrouve juste après, et puis on vous emmènera au Mont-Saint-Michel, on vous emmènera également aux îles Chausey. Les gérants de l'hôtel du Fort et des Îles vont être en direct avec nous. Comment cela est-il d'être confiné aux îles Chausey? Vous allez le voir tout à l'heure. Pour l'instant, le micro-trottoir. Oui, moi on m'en a donné, mais si j'en ai plus, je vais en racheter parce que c'est nécessaire, je trouve. Après moi ça oui, va. quand même, au moins quand on sort, au moins quand on est en contact avec des gens, quoi. Après, dans la rue comme ça, je trouve que ça va, quand mais y a vraiment personne et tout, quand on est dans un supermarché ou quoi, c'est vraiment utile d'en prendre, quoi. Donc ouais, c'est indispensable. Oui, j'en ai parce qu'on m'en a fabriqué et donné. Après, je sais pas au niveau de la distribution comment ça va se passer. Ouais, non, je vais attendre un petit peu, surtout que moi je vais m'aligner avec les écoles et retravailler aux alentours de mi-mai, donc du coup, non, je vais attendre. Non, on n'en a pas, mais on va s'en procurer, ouais. Parce qu'on pense que ça va devenir indispensable pour pouvoir sortir. De toute façon, on va pas trop avoir le choix à force. Peut-être attendre un petit peu. Hein. Ouais, puis que le déconfinement soit sûr et fait, qu'on en ait pour sortir, quoi, après. Est-ce que vous possédez déjà un masque ou pas? Vous possédez pas de masque? Non. Est-ce que vous en avez fait faire ou non? Est-ce que vous allez en acheter à la pharmacie? Je sais pas. Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a tout un environnement médiatique, anxiogène, dans lequel je ne veux absolument pas entrer. Voilà. Jamais mis, j'en ai encore 2 ou 3 de ce qui s'était passé il y a 8 ans, là, au lieu de 10 ans. Mais où je suis pas, comme toute bonne Française qui était bien là, je suis pas contente qu'on n'ait pas ce qu'il faut. C'est quand même dangereux. Il y en a qui c'est bon, c'est pas bon. C'est pas facile à suivre. Je vous le dis en toute franchise. Alors tout le monde en fait soi-même, moi je sais pas ce que ça vaut. Est-ce que vous en avez fait ou pas? Pour me lancer là-dedans. C'était un reportage, un micro-trottoir de Martin Torrent. Et on accueille Anthony Quindroy sur le plateau qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous deux, bonjour aux internautes et aux auditeurs de Radio Sensation. Et voilà, c'est fait. Et voyez, messieurs, dans le sujet de Martin Torrent, vous voyez un monsieur qui dit moi j'en ai marre de fonctionner avec cet environnement médiatique anxiogène. Ça on le prend en compte ici parce que évidemment on relaie un certain nombre d'informations qui peuvent avoir ce fameux caractère anxiogène. En revanche, on essaie aussi de vous donner un certain nombre d'informations positives, voilà, dans tous les domaines. Hein. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va parler d'informations positives avec la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Bonjour Karine Wolfthal. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau pour un sujet qui nous intéresse tout particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, c'est-à-dire l'absence de masques pour le grand public. Mais vraisemblablement, ça y est, on va pouvoir en trouver dans les pharmacies. Vous allez pouvoir en vendre ? Oui, en effet, donc depuis dimanche, un arrêté est paru qui nous autorise à distribuer ces masques dits grand public, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ce type de matériel n'était pas autorisé à la vente dans les pharmacies. Et quel est l'état des stocks pour le grand public aujourd'hui ? Bien, depuis hier, les pharmaciens essayent maintenant du coup d'en commander, de s'en procurer. Alors évidemment, c'est pas simple parce qu'on n'est pas les seuls sur ce marché-là. Tout le monde essaye de s'en procurer, que ce soit les entreprises pour les fournir à leurs salariés en vue de la reprise du travail et du déconfinement, que ce soit les collectivités, les mairies qui veulent aussi s'en procurer pour également les procurer à leurs administrés.
Donc, et vous savez qu'en France, on a, j'allais dire on estime entre 15 et 20 millions de ces masques produits par semaine, alors qu'on estime le besoin à 370 000. Et les officines ne sont pas prioritaires? Alors, certaines entreprises veulent nous mettre en priorité, notamment celles qui fabriquent les masques les plus protecteurs, puisque vous savez que nous serons autorisés à distribuer 2 types de masques. Les masques qu'on appelle de catégorie 1, qui sont quasiment pour un usage professionnel, quasiment équivalent aux masques soignants, c'est-à-dire qui filtrent plus de 90% des particules de 3 microns. Donc on est vraiment équivalent à du chirurgical en termes de protection. Cette catégorie 1 est réservée normalement à un usage professionnel, c'est-à-dire des personnes qui sont en contact très rapproché et très régulier avec beaucoup de personnes. Alors on pense aux forces de police, on pense aux caissières, enfin voilà, toutes ces professions qui ont besoin de cette haute protection. Et puis une deuxième catégorie qui a été appelée grand public. Donc c'est pour un usage, j'allais dire, quotidien des uns et des autres, quand on sort faire ses courses, quand on est, voilà, mais de façon moins exposée, rapprochée et durable avec d'autres personnes. Et cette catégorie 2 filtre à 70% donc les particules. Karine Wolftal, je vais être un peu monomaniaque aujourd'hui, un peu mono-question, mais même question qu'au docteur Burel. Qu'est-ce que vous attendez, vous, cet après-midi, des annonces d'Édouard Philippe? Et si je digresse un petit peu, comment vous jugez la gestion qui a été faite des masques par l'exécutif aujourd'hui, cette gestion qui est quand même qui est soulevée encore aujourd'hui, je lisais ce matin dans Libération, qui fait vraiment polémique. Quelles sont vos attentes et quel est votre jugement sur l'action du gouvernement? C'est sûr que le gouvernement a hérité d'une situation un peu critique, très honnêtement, puisque effectivement, on a commencé cette pandémie avec à peine un peu plus de 200 millions de masques médicaux. La question est de savoir si le gouvernement a menti, en fait, pour justifier, le non-recours aux masques, plutôt. Menti, je dirais pas ça. Je pense fait au mieux en fonction de la situation et surtout de la connaissance de ce virus, de la contagiosité, etc. Et ce qui est sûr, c'est que la priorité reste et restera toujours les gestes barrières et la distanciation sociale. Les masques ne changeront rien à ça, ça sera une mesure de plus. Je dirais même que le lavage des mains va devenir presque encore plus important avec les masques, parce qu'il faudra bien apprendre à se laver les mains avant de mettre un masque, à se laver les mains avant de retirer un masque, etc. etc. Sinon, c'est pire parce qu'on se touche le visage avec des mains qui sont potentiellement porteuses de virus pour retirer ou ajuster son masque. Donc, ces gestes barrières restent incontestablement la règle d'or. Les masques sont une protection de plus. Karine, oui. Karine Wolftal, nous diffusons en direct également sur Radio Sensation et donc effectivement les auditeurs de Radio Sensation n'ont pas l'image. Donc je rappelle que vous êtes la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et page 5 de l'édition de Paris-Normandie d'aujourd'hui, vous êtes interviewée d'ailleurs. Et la dernière question concerne les prix. Ça rejoint d'ailleurs une question d'un de nos internautes qui nous suit, qui nous dit il trouve lui que les masques sont trop chers en pharmacie et qu'en est-il de ce risque d'inflation? Justement, c'est bien pour ça qu'on demandait un encadrement des prix et je crains que nous ne l'aurons pas parce qu'il faudra bien que les consommateurs qui vont chercher à se procurer un masque fassent la différence entre un masque en tissu, j'allais dire artisanal, fabrication maison, et un masque très technique comme celui dont je parlais en premier, la catégorie 1, qui est lavable par exemple jusqu'à 30 fois, donc qui peut durer longtemps et qui apporte évidemment pas du tout la même garantie de protection et de filtration. Donc on peut comprendre que le premier masque artisanal peut être à très bon marché à 1 ou 2 euros. En revanche, on peut aussi comprendre que le masque qui est très technique et qui va être réutilisable soit un peu plus cher, autour de 10 euros probablement. Maintenant, ça reste un vrai problème et moi je l'entends complètement et je comprends et on fait attention dans les pharmacies à référencer des masques qui soient justement pas trop chers pour qu'ils soient accessibles à tous. Mais voilà, ça va être pour tout le monde le problème de trouver à la fois des masques protecteurs
et abordable pour que chacun puisse en bénéficier. Et juste rapidement, quelques mots peut-être. Je repose ma question en fait. Est-ce que vous avez une attente précise cet après-midi des annonces d'Édouard Philippe? Oui, bien sûr, de savoir comment bien sûr ce déconfinement va se faire, et surtout j'espère de façon très progressive pour protéger justement les plus fragiles, ceux que nous voyons dans nos pharmacies, les patients malades, des maladies chroniques qui doivent à la fois se protéger mais aussi recommencer à aller consulter, à aller passer des examens, à aller passer des IRM, des scans qui eux doivent avoir impérativement des masques. Donc moi j'attends cette priorisation qui serait de protéger les plus sensibles et de leur probablement les laisser encore un peu pas confinés, mais en tout cas avoir toutes les garanties de protection quand ils seront amenés à sortir, notamment pour des besoins de santé. Ouais. C'est bien ça notre préoccupation. Karine, Anthony. Je vous interromps, désolé, mais il y a eu des tensions au début de la crise sur certaines molécules, sur certains médicaments. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, il y a deux types de médicaments. Je dirais il y a les médicaments liés au Covid-19, donc typiquement l'hydrochloroquine ou même le paracétamol. Et puis les médicaments hors Covid, qui ne sont pas utilisés pour le traitement de Covid, mais qui ont pu subir aussi des ruptures à cause de la difficulté d'approvisionnement, notamment des matières premières venant de Chine. Donc, sur les médicaments Covid, hydrochloroquine, paracétamol, il y a tout de suite des dispositions qui ont été prises pour limiter justement cette demande qui a explosé, pour faire en sorte que justement les malades qui en avaient le plus besoin continuent à être approvisionnés, d'une part. Et puis sur les médicaments qui sont hors Covid, il n'y a pas de rupture plus que d'habitude, j'allais dire. Vous savez que les ruptures, c'est un vrai sujet qu'on a régulièrement. Il y a des tensions, mais qui n'amènent pas à des ruptures parce que justement, on gère de très près avec l'ANSM et les industriels. Okay. Alors, vous voyez, cette question des masques, elle n'a pas fini de faire parler, des réactions pendant qu'on parle, Karine Wolftal. On a Nathalie qui nous rappelle que les infirmières ont-elles toujours autant de masques qu'il faudrait ? Les infirmières et les autres, les personnels soignants en général. Jérôme nous dit pas de masque, pas de test, pas de chef de guerre. Il pense que le gouvernement a menti. Ça rejoint la question que vous posez tout à l'heure, Thomas Dubois. Et puis, Nathalie nous dit aussi qu'elle trouve que finalement, on pourrait ne pas faire payer les masques, parce que ça devrait peut-être être un matériel qui soit donné comme ça aux citoyens. Alors évidemment, ça ferait moins de chiffres pour les pharmaciens, mais bon. Non, en fait, c'est évidemment quelque chose que l'État doit envisager. Et d'ailleurs, l'État a demandé aux collectivités, notamment aux maires, d'en distribuer gratuitement. Le pharmacien, il y a effectivement des discussions en cours avec les caisses d'assurance maladie pour que les pharmaciens puissent les donner, j'allais dire qu'ils soient pris en charge, tout ou partie. Ça, les discussions sont en cours par l'assurance maladie, notamment pour les populations les plus fragiles. Donc, c'est des discussions qui sont en cours. Maintenant, je dirais, ça fait partie des choses qui sont à l'étude. Ils seront disponibles dans la grande distribution comme dans les officines, oui. Pour le grand public. Très bien. Merci beaucoup. Karine Wolftal, je répète que vous êtes la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Merci d'être intervenue en direct sur le plateau de Lignes ouvertes. Momo nous demande si chez Au revoir madame. Si à Paris-Normandie on est bien équipé en protection. Oui. On a globalement ce qu'il faut. Donc voilà, après on a pour certains. Enfin moi j'ai un masque qui m'a été fabriqué par quelqu'un que je connais. Donc voilà. On a eu du gel hydroalcoolique. On a des gants qui sont à disposition. Voilà pour la réponse à Momo. On vous emmène, je vous l'avais dit, on change un peu de territoire. On vous emmène du côté de Granville. Tout à l'heure, on ira au Mont-Saint-Michel et on ira aussi aux îles Chausey. À Granville, on a bien sûr tendu le micro à Dominique Baudry. Elle est maire de Granville. On lui a demandé ses ressentis sur l'actu du moment. Et puis, il faut se rappeler qu'elle est à la tête d'une belle station balnéaire et que, elle regarde la saison estivale arriver avec un peu d'anxiété. Dominique Baudry.
Comme toutes les communes, on respecte le confinement, mais c'est compliqué, très compliqué. Surtout que depuis le début du confinement, il fait très très beau en Normandie. Et à Granville en particulier. Pour autant, les gens respectent l'heure de sortie quotidienne. On a une population relativement âgée, mais qui respecte quand même ce confinement à la lettre. Nous, depuis le 13 mars, nous avons déclenché notre plan de sauvegarde communal. Donc il a fallu se réorganiser. La collectivité compte 340 collaborateurs et se réorganiser en télétravail. Donc vous savez que pour une commune, le télétravail, c'est pas vraiment encore d'actualité puisqu'on est au service du public et on assure un service public. Donc on a, en tout cas la première semaine a été un temps d'adaptation et de réglage pour que tous les services puissent continuer à travailler. Alors bien évidemment en télétravail. En fait, on savait déjà que nous étions des élus de proximité, mais aujourd'hui encore plus. Nous avons mis dès le départ un numéro vert accessible à tous, gratuit bien sûr, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et on a par exemple des administrés qui téléphonaient à 8h30 le matin en disant « j'ai pris ma température, j'ai 37,2, qu'est-ce que je dois faire ?» Toutes les semaines, nous avons des réunions de crise en mairie. Donc là, on est en train de préparer le déconfinement pour nos écoles, nos centres aérés. Ça, c'est important. On travaille aussi avec les commerçants. C'est un petit peu d'angoisse parce que je ne sais pas comment les Grandvillais vont appréhender cette sortie-là. J'espère que ce sera avec raison gardée. Puis nous attendons des masques. Nous avons acheté des masques pour distribuer à toute la population et notamment aux plus fragiles. Donc voilà, avec prudence, discernement bien sûr, bon sens, mais un petit peu d'angoisse aussi. Alors je pense qu'on a tous compris que cette saison serait particulière, on espère qu'elle va exister. Nos événements sont annulés jusqu'au 14 juillet, ensuite on attend bien évidemment comme tout l'Hexagone une prise de parole du président de la République. On souhaite avoir du monde parce qu'économiquement on en a besoin. On est une commune touristique, balnéaire, avec une forte saisonnalité. C'est vrai que la saison juillet-août est la plus importante, même si Granville est urbaine et qu'elle vit toute l'année. Donc voilà, j'espère qu'on aura des touristes français, parce que j'ai bien compris que on ne pourrait pas, enfin les étrangers ne pourraient pas arriver chez nous, on ne pourra pas aller chez eux. En tout cas, j'appelle vraiment à un rebond citoyen. Si vous partez en vacances, partez en France et venez à Granville. Écoutez, Granville est une petite commune, 14 000 habitants, balnéaire, touristique, authentique. Derrière vous, vous avez le quartier de la Haute-Ville, vous avez des plages magnifiques, un port de plaisance, un port de pêche, c'est important, c'est notre première économie. Des commerces particuliers, puisque nous avons peu de franchisés, mais beaucoup de commerces indépendants. Et puis, nous avons bien sûr la coquille Saint-Jacques et surtout le bulot, avec voilà, IGP. Donc venez à Granville, vous serez vraiment comblés. Alors, Madame le maire de Granville, si vous nous regardez, vous avez une bien jolie commune. Ça donne envie, vous nous faites voyager, Sylvain. Comment ? Vous nous faites voyager, c'est sympa. Ben oui. Et puis pendant que le sujet passait, tiens, il y avait quelques commentaires. On nous demande pourquoi les grandes enseignes de distribution sont ouvertes alors que les fleuristes sont fermés. Parce qu'ils ont considéré, au niveau du gouvernement, que les grandes enseignes de distribution vendaient des produits de première nécessité, que les fleurs ne rentraient pas dans ces critères. En revanche, il y a de plus en plus de fleuristes, et j'en ai encore vu un ce matin pas très loin de chez moi, qui développent soit du drive, soit de la livraison à domicile. Et si on avait une fleuriste demain dans l'émission ? On peut essayer. On peut essayer. C'était pas prévu, mais voilà, jouons d'opportunités. Valérie nous demande si on est optimiste. Vous êtes optimiste, Thomas ? De nature ou de nature. Dans la nature, non. Non, mais par rapport à la crise. Par rapport à l'actu. Vous le dites, c'est un grand dépressif. Non, mais intéressant de savoir si les journalistes sont optimistes ou pas par rapport à toute cette matière, toute cette information qui brasse chaque jour. L'information, elle donne pas envie d'être optimiste, malheureusement. C'est compliqué de dire d'être optimiste ou pessimiste de manière générale. Ça dépend par rapport à quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas pessimiste. Enfin, j'ai tendance à penser qu'on va s'en remettre de tout ça. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter particulièrement pour l'économie ? Oui, c'est très compliqué de le dire comme ça de manière très générale. Voilà. Je pense que c'est compliqué effectivement de le dire de manière générale, mais l'économie, d'une façon ou d'une autre, elle va s'en sortir avec des changements, certainement. On risque de le payer cher pour un petit moment. Maintenant, est-ce qu'il y aura des leçons à tirer de tout ça ? Moi, je suis pessimiste sur le volet. Est-ce que les gens vont vraiment changer ? Est-ce qu'on part vraiment pour un monde meilleur ? Moi, je suis beaucoup plus réservé sur ce sujet-là. Ce qu'on entend beaucoup dire. Et puis, vous voyez bien tous les reportages que nous faisons et que nous vous proposons. C'est très souvent qu'on a des propos effectivement positifs. Alors maintenant, on vous emmène. Allez,
j'exagère ou je n'exagère pas, chacun jugera, dans l'un des plus beaux endroits du monde. Ah, vous exagérez. Alors, regardez, je regarde effectivement le visage de nos invités quand je dis l'un des plus beaux endroits du monde, les îles Chausey. On est avec Laurence et Vincent Mégal. Ce sont eux qui dirigent le petit hôtel du Fort et des Îles à Chausey. Je rappelle d'ailleurs que Chausey est à peu près à 1 heure de bateau. On y va avec le bateau La Jolie France. Et Chausey fait partie du territoire communal de la ville de Granville. Bonjour Vincent et Laurence. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous entendez? Oui, on vous entend très bien. Et puis vous nous voit. faites un grand plaisir de nous amener cette terre chargée d'iode, ces embruns. Et puis là-bas, il y a du homard aussi, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, un petit peu d'air du large, ça fait du bien en ce moment. Alors comment on vit confiné à Chausey, puisque vous êtes confiné à Chausey? Est-ce que c'est la double peine d'être confiné sur une île? Non. On est plutôt privilégiés, je pense. D'accord. C'est pas la double peine. Nous, on est confinés à Chausey, en fait, depuis le tout début du confinement, puisqu'on est arrivé avant sur l'île, comme chaque année, pour mettre un petit peu en route notre établissement, le sortir de l'hivernage. Et voilà, depuis, on est là et on vit sereinement ce confinement, si on peut dire. Vous vivez sereinement le confinement, mais qu'en est-il de la suite, puisque là, l'établissement n'accueille personne, la saison s'annonce mauvaise pour l'instant, on attend encore des échos quant à la réouverture. Vous voyez la suite comment? Bien sûr, alors quand je dis sereinement, c'est sereinement en tant qu'individu, maintenant c'est pas forcément sereinement en tant que chef d'entreprise. Là, évidemment, pour l'instant, on a un petit peu la double peine, c'est le cas, puisque en tant que restaurateur, par exemple, on ne peut pas faire de vente à emporter, contrairement aux autres restaurateurs, puisque nous n'avons pas le public qui venait jusqu'à présent sur l'île, les bateaux ne transportaient plus personne. On voit des images, pendant qu'on est en discussion, Laurence et Vincent, on voit des images. C'est un film fait par drone d'ailleurs, qui est sur votre site, sur le site internet de votre établissement. Et ça nous permet de nous donner encore plus envie, puis de donner peut-être très envie à ceux qui nous regardent. Messieurs, est-ce que vous commencez à avoir des appels d'éventuels clients qui souhaiteraient réserver, qui sont justement optimistes quant à la suite? Alors oui, on a beaucoup de clients qui réservent très longtemps à l'avance parce qu'ils réservent dès le mois de janvier sur notre site internet, en tout cas pour l'hôtel, parce qu'on a 8 petites chambres d'hôtel qui sont vite remplies. Donc là, malheureusement, on gère des annulations depuis l'ouverture. Sur la période de confinement. Voilà, mois d'avril, mai, évidemment, tous les gens ont annulé, donc très gentiment, ils acceptent de reporter leur réservation et de faire des avoirs pour plus tard dans la saison ou l'année prochaine. Et puis après, on attend, on espère quand même qu'on va pouvoir ouvrir cet été, et puis qu'on va pouvoir accueillir nos clients sur l'île. En tout cas, les bateaux doivent reprendre le 11 mai, donc ça c'est plutôt vont pouvoir amener des passagers qui seront déconfinés et qui auront envie de prendre le grand large. À nouveau prendre le bateau. Et là, regardez, excusez-moi, je vous coupe, mais regardez ces images, regardez ce paysage. Mais on regardait avec Thomas, c'est fantastique. C'est ce que j'allais dire. Peut-être réservé pour cet été. C'est justement, ça fait très envie. Si je veux réserver chez vous, là, concrètement. Ça, c'est l'hôtel, c'est votre hôtel qu'on voit là tout de suite. Oui, absolument. Si je veux réserver, là, concrètement, à partir de quand là, je peux espérer avoir une chambre. Alors, écoutez, ils annoncent la réouverture. Enfin, ils annoncent. On entend, donc, de par le biais de sites professionnels, que les réouvertures seraient prévues aux alentours de la mi-juin. Donc là, aujourd'hui, Édouard Philippe va nous annoncer, peut-être avec plus de précision, le programme de déconfinement et les dates prévues pour les établissements, du moins, on l'espère. Voilà. Il y a de la place en juin. Comme on vous disait, l'accès à Chausey va pouvoir être possible pour les gens, bien sûr avec toutes les mesures de sécurité à la fois sur les bateaux et sur place au niveau des mesures sanitaires. L'accès à Chausey va pouvoir se faire de nous à partir du 11 mai. Vous avez des salariés ? On a des salariés qui sont en attente de redémarrage de l'activité, puisque quand le confinement s'est mis en place, les salariés n'étaient pas encore en poste, donc ils attendent tous ce redémarrage pour pouvoir revenir, parce qu'ils aiment Chausey et ils aiment travailler ici, donc ça leur manque. Est-ce qu'il y a eu des cas d'ailleurs de contamination à Chausey? Des soupçons, des cas? Non, rien du tout. Vous y avez échappé totalement. On a respecté quand même le confinement ici, même si on n'est qu'une trentaine sur l'île depuis la mi-mars. On évite quand même, on respecte les normes de confinement, les lois.
Et la distanciation sociale. Voilà, on ne va pas les uns chez les autres. Vous n'avez pas besoin de remplir d'attestation dérogatoire quand vous sortez, là, si je comprends bien. Voilà. C'est vrai que c'est l'avantage. Qui plus est, l'île n'étant pas grande, on n'est jamais à plus de 1 km de chez soi, même quand on sort. Ah d'accord. Donc on respecte de façon, je dirais, un peu obligée les demandes du gouvernement, puisque l'île n'est pas grande. Alors, on sait qu'il y a toujours une forte affluence à Chausey pendant les journées estivales. Est-ce que finalement, cette restriction de trafic, je rappelle d'ailleurs que le bateau qui vous permet de rejoindre le continent et de revenir, c'est 2 fois par semaine en ce moment, hein, c'est le mardi et le vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petit plaisir quand même à éviter l'affluence, alors même que vous la regrettez parce que vous êtes des commerçants, mais il n'y a pas ce en même temps? Alors oui, ça faisait aussi partie de ma réponse quand je vous disais qu'on vivait Chausey sereinement. C'est que justement, on a cet environnement extraordinaire dont on profite tous les jours, peut-être un petit peu égoïstement, hein, mine de rien, parce que comme on n'est que peu de monde sur l'île, on a l'impression pour chacun d'avoir l'île pour soi, l'archipel pour soi. Eh bien écoutez, vous savez ce qu'on va vous dire, on ne va pas vous la laisser pour vous l'île. Hein. On espère qu'on va pouvoir venir vous en prendre des petits morceaux aussi, des petits morceaux de bonheur, tout simplement, à Chausey. On sera là pour vous accueillir et en toute sécurité. En juin, on vous rappelle hors émission pour avoir plus d'infos sur les tarifs et tout ça. Réservez 3 chambres à l'année pour Paris-Normandie, ça nous suffira. Alors pas à l'année, on est fermé l'hiver. Oui, c'est vrai. Vous nous laissez les clés. Alors, merci beaucoup Laurence et Vincent, c'était très sympa de nous parler depuis Chausey. Puis on constate d'ailleurs que la liaison n'est pas mauvaise, hein. Il y a quand même du flux là-bas à Chausey. Il y a même Internet à Chausey. Il y a Internet à Chausey. On est bien. Vous avez le Wi-Fi. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt, on espère. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, Chausey, hein. C'est le bord de la baie du Mont-Saint-Michel, on n'est pas loin du Mont. Eh bien, dimanche, hein, nous sommes mardi, c'était avant-hier. Voilà, petite incursion jusqu'au Mont. Vous n'arrêtez pas. Grâce à la gendarmerie, qui nous a autorisé l'accès. Regardez ces images, c'est absolument fascinant. Je ne sais pas si on reverra ça un jour, mais malheureusement ou heureusement, Covid-19 oblige. C'était comme ça avant-hier au Mont-Saint-Michel.
Alors pendant ce sujet, bien sûr, ici en plateau, nous avons beaucoup pensé aux auditeurs de Radio Sensation qui n'ont pas l'image, mais ils peuvent toujours aller en écoutant la radio sur la page Facebook de Paris Normandie pour retrouver le live. Ils peuvent aller dans le journal Paris Normandie aussi pour lire votre reportage, Sylvain, la retranscription de ce que vous êtes allé faire au Mont-Saint-Michel ce week-end. Avec votre photo. Vous savez qu'il y a une tradition, quand on est en photo dans son propre journal, on paye son verre, on paye son coup. Chaque à tous les année, confrères. on reçoit pas loin de 300 000. Voilà. Alors, nous sommes... mais j'étais encore... Excusez-moi, mais j'étais encore... Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Sylvain, on est d'accord. J'étais encore avec mes émotions du Mont-Saint-Michel. Dès qu'on parle argent avec vous... Vous aviez les poils qui se dressaient sur la peau devant cette émotion. Heureusement que ce n'est pas les cheveux qui se dressent sur la tête. C'était vraiment exceptionnel. Nous pensons aussi aux animaux, nous pensons aussi aux zoos qui sont nombreux en France. Nous pensons notamment à celui du Cerza, près de Lisieux. Et nous sommes avec Anne Jardin, responsable de la communication du parc animalier, justement pour nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça se passe actuellement avec nos amis des animaux. Bonjour. 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 Alors concrètement, l'activité est totalement arrêtée pour tout ce qui est des visites, mais forcément, vous devez continuer à vous occuper des animaux. Combien vous êtes pensionnaires déjà? Et quelle est l'organisation du fonctionnement en ce moment? On a environ 1500 animaux, c'est un chiffre qui est relativement stable depuis un certain nombre d'années. L'organisation, c'est exactement la même que lorsque le parc est ouvert. C'est bien notre problématique, c'est qu'on a des charges incompressibles de personnel pour s'occuper de tous nos pensionnaires, les soigneurs animaliers, vétérinaires, les équipes techniques qui veillent sur les constructions et puis la sécurité des enclos, des maisons, des chauffages, etc. Donc nous, pour les animaux, rien ne change. Mais pour nous, le fait de ne plus avoir de visiteurs et d'entrées, ça change tout. Est-ce que du fait de l'affluence, justement, vous faites partie traditionnelle qu'il peut y avoir au Cerza, vous faites partie des lieux qui vont devoir attendre peut-être après la mi-juillet pour pouvoir fonctionner? On espère que ce sera avant. Pour l'instant, les réunions qui ont eu lieu avec le gouvernement, puisque nous faisons partie d'une association et donc notre président est assez actif pour être en communication avec le gouvernement. Donc nous avons certaines informations. Nous serons fin mai, une éventuelle date de réouverture. Ça va dépendre un petit peu de la deuxième vague, on va dire. On espère plutôt pouvoir ouvrir mi-juin plutôt que mi-juillet. Parce que ça ferait vraiment, vraiment tard. Tout en sachant que globalement, on a 5 mois d'activité, d'avril à août. Si on ouvre mi-juillet, pour ensuite être capable de subvenir à nos besoins jusqu'en avril prochain, c'est juste. Et vous n'avez pas de problème d'approvisionnement pour la nourriture des animaux? Non, absolument pas. Non, là, de ce côté-là, on ne peut pas se plaindre. Anne Jardin, il y a je me souviens plus très bien, il y a quelques jours, il y a quelqu'un sur ce plateau qui nous disait que les vétérinaires connaissaient bien le coronavirus, que c'était une maladie que les vétérinaires connaissaient bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui des transmissions de l'homme à l'animal? Est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui là-dessus? Alors, écoutez, effectivement, je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai lu quelques articles. Est-ce que vous avez pris des mesures de précaution pour vos animaux? Donc, en fait, effectivement, c'est un virus qui est connu. Ça passe pas forcément celui-là, mais les Covid en général. Les transmissions qui sont connues actuellement sont des transmissions de l'homme à l'animal et pas de l'animal à l'homme, déjà, faut le savoir, et principalement sur les félins, pas sur le reste des animaux. On est rare. Donc, effectivement, il y a eu un cas de signalé au Bronx sur un tigre. On a aussi tous entendu une transmission sur un chat en Belgique. Ça reste très très rare. Il faut qu'il y ait quand même une certaine charge de virus, en sachant que nous, les animaux, le personnel qui travaille, ce sont des gens qui ne sont pas malades ou alors c'est pas encore déclaré. On a aussi une politique depuis déjà très longtemps qui fait qu'on n'a pas de rapport avec les animaux. Enfin, on est toujours assez loin des animaux. On essaie de préserver leur instinct sauvage, donc on touche pas les animaux, on les caresse pas. Enfin bon, voilà. C'est le principe du parc. C'est des grands espaces et donc des animaux qui restent avec un instinct. Donc on n'a pas de contact proche, si vous voulez. Ce qui fait que voilà.
Anne Jardin, vous savez, on est en direct avec les web spectateurs de télé de Paris-Normandie, et puis avec les auditeurs de Radio Sensation. On a Jérôme, à qui ça donne envie. Vous voyez, pendant que vous parlez, il y a des images qui sont diffusées aussi. Il dit vivement qu'on puisse aller au CERSA. Et puis Michel vous pose une question. Il vous demande que fait le gouvernement pour les zoos en France? Alors, il y a eu de voter, il y a de cela un peu plus d'une semaine, une aide particulière pour tous les établissements qui travaillent avec des animaux. Mais on ne sait pas encore comment va être calculée cette aide à partir des charges fixes, à partir on ne sait pas. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est en cours de négociation, mais pour l'instant on ne sait pas comment ça va être réparti sur les différents établissements privés. Vous estimez la perte à combien? En chiffre d'affaires, c'est rien que sur les entrées, sans parler de toutes les ventes annexes, à fin mai, on sera à 1,5 million de chiffre d'affaires de perdus. Voilà, tout en sachant que si on n'ouvre pas en juin, il faut rajouter 500 000. Voilà, et puis ça s'additionne. Et puis après. Et vous pourriez tenir combien de temps dans une situation comme celle-ci? Alors bon, il se trouve qu'on a la chance d'être un établissement qui est apprécié. On a de la trésorerie, on a une attitude plutôt d'économe, donc on a gardé toute la trésorerie et donc on peut tenir, mais on ne peut pas tenir sans rouvrir, ça c'est sûr. On ne peut pas se permettre d'être un an fermé, ça non, ça c'est pas possible. Okay. Très bien, merci beaucoup Anne Jardin de nous avoir donné ces échos du parc et de nous avoir permis de penser à nos amis les animaux. On pense, et puis on espère que les visiteurs viendront nombreux pour nous aider à nous relancer dès qu'on aura l'autorisation de rouvrir. C'est aussi pour ça qu'on vous donne la parole dans cette émission. Et puis qu'on donne la parole, merci à vous, et puis qu'on donne la parole aussi à de très nombreux commerçants, qu'on donne la parole aussi à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, parce que si on vous montre quelquefois des images à caractère esthétique, qui effectivement présentent une certaine beauté, encore une fois, c'est toujours en pensant très fort à tous ces commerçants qui sont en grande difficulté, y compris ceux du Mont-Saint-Michel d'ailleurs. En même temps, les images sont assez fascinantes, bien sûr, au plan esthétique, mais dans le même temps, tous ces commerçants ont des chiffres d'affaires égal à 0, et ça, vivement que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête, effectivement, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de personnes qui vont rester sur le bas-côté de la route, là. Alors justement, on enchaîne avec un dirigeant de start-up. Puisque nous parlons d'entreprise, Étienne Gardéa, lui qui a fondé la start-up iNeed. Bonjour. 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 Voilà, on a souhaité vous avoir dans Lignes ouvertes pour que vous nous parliez de votre activité économique, de ce qu'est iNeed, et puis le mieux peut-être c'est de vous laisser présenter. Alors avec des mots simples pour que tout le monde comprenne bien. Oui, bien sûr. Je me suis régalé en fait en regardant les images de l'île de Chausey et du Mont-Saint-Michel, et en fait c'est une société qui est basée sur le fait que justement le monde est beau et mérite d'être vu, et donc c'est une société qui est totalement dédiée à la santé visuelle. D'accord. Moi je suis ophtalmo de formation, mais il y a 2 ans j'ai créé la société iNeed dans le but de rendre la santé visuelle accessible à tous. Vous êtes basé où ? Alors on est basé en Normandie, on a un siège normand, mais on est maintenant un peu sur toute la France. Et pour vous faire donner une image... une image très concrète, Étienne. Très concrète. Si Airbnb est un nouveau mode de fonctionnement d'un hôtel, d'accord, et iNeed est un peu un hôpital dédié à la vue, dans le sens où on intègre des ophtalmos, des orthoptistes, des opticiens, pour toujours offrir un relais de proximité en santé visuelle pour tous les patients. Et est-ce que vous avez senti une baisse de la fréquentation avec le coronavirus ? On sait que tous les praticiens s'alarment justement de voir qu'il y a moins de consultations en ce moment. Tout à fait. Le syndicat des ophtalmos a dit qu'il y avait une baisse de 95%, je crois, de la fréquentation. Et d'ailleurs, ça inquiète énormément, et mes collègues d'autres spécialités, c'est pareil. Ça inquiète un peu de se dire, mais tous les patients qui étaient suivis pour des pathologies... est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de soins pendant 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Donc en fait la reprise d'activité va être assez compliquée parce que tout d'un coup on va avoir une grosse affluence
Et vous connaissez les délais en ophtalmo. Mais justement, justement, Étienne Gardéa, quand vous disiez, c'était ma prochaine question, effectivement, quand vous disiez que vous œuvriez, que vous militiez concrètement, et puis grâce aussi au numérique, c'est le numérique aussi qui vous permet d'améliorer ces services, j'ai envie de vous dire, est-ce que tout ça est de nature à nous permettre d'aller chez l'ophtalmo un peu plus facilement que d'attendre 6 mois, 8 mois, 1 an? En fait, notre système, il est basé sur le mode de la collaboration. En se disant, finalement, un ophtalmo, il faut qu'il fasse du médical et du pathologique. Mais est-ce que ce qui n'est pas pathologique ne peut pas être délégué à des orthoptistes ou à des opticiens? D'accord. Et donc, en augmentant l'offre, on diminue un petit peu les délais d'attente. D'accord. Comment vous gérez ces relations, quelquefois, historiquement, un peu difficiles, par exemple, entre les ophtalmos et les opticiens? On sait très bien que ça a toujours été un peu, sur certaines parties de compétences, des frères ennemis. Vous connaissez bien le milieu, visiblement. Oui, effectivement, c'est pas toujours simple. Il y a des positions syndicales fortes, mais le Covid, fait bouger un petit peu les lignes, et donc les choses évoluent. On a mis en place aussi de la téléconsultation sur iNeed, mais de la téléconsultation qui est dédiée à l'ophtalmologie, avec la possibilité de faire des tests de vision directement en ligne. D'accord ? Pour éviter justement aux patients de se déplacer. Donc on est capable de... Thomas, vous m'entendez? Oui. Non, moi je comprends pas. Je suis pas certain d'avoir bien saisi l'objet de votre start-up. À quel niveau précisément vous intervenez? Est-ce que vous êtes... Je suis pas certain d'avoir bien compris. Je suis désolé. C'est très bien parce que Thomas se fait peut-être aussi le relais de quelques personnes qui ont peut-être le même ressenti. Étienne. Alors, je vais être très clair. Vous connaissez Doctolib, la prise de rendez-vous en ligne. On est quelque part en allusion le Doctolib de la vision. Okay. D'accord ? Donc, c'est une plateforme en ligne, iNeed.fr. Donc, ça s'écrit E-Y-E-N-2-E-D. Il y a un petit jeu de mots avec un œil et j'ai besoin. iNeed. Et en fait, on va sur cette plateforme et le système est capable, grâce à des questions-réponses, de vous orienter vers un professionnel le plus adapté possible et le plus proche de chez vous. Ok. D'accord. Voilà. C'est bon, merci. Et là où je reviens à cette idée de collaboration, c'est que tous les professionnels de notre réseau sont reliés en fait par un outil digital qui permet de communiquer de manière sécurisée, de se transférer des patients, de transférer des données médicales et tout ça. De manière sécurisée, évidemment. De manière sécurisée, exactement. Et on est vachement sur la relation de proximité, c'est-à-dire quelqu'un qui est à Chauzé, qui peut-être peut voir un opticien à côté de chez lui. Si cet opticien est dans le réseau, il peut communiquer avec un ophtalmo de Caen, de Rouen. Ou des choses. Et justement, votre réseau, il est important aujourd'hui? Alors en Normandie, il est assez important. Ouais. Et puis on est en train de s'étendre sur le reste de la France. On est aussi dans le Grand Est à Strasbourg, on est à Reims, on est à Boulogne-sur-Mer, on commence à être à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Et donc on s'étend petit à petit. Ça répond à une attente, manifestement. Très bien. Merci beaucoup, Étienne Gardéa. On souhaitait vous ouvrir cette fenêtre au sens physique, puisque la fenêtre vous apparaissait par la fenêtre de Skype. Merci à vous. Et puis, vous préfigurez forcément, certainement, toutes ces activités qui se développent très fortement avec l'amélioration de la performance de ce qu'on appelle le numérique. Messieurs, avant qu'on aille faire un petit tour à Évreux, à la rédaction locale d'Évreux, question assez traditionnelle de quelques sujets forts qui vous concernent parce que vous y avez participé ou que vous souhaiteriez porter à la connaissance de ceux qui nous regardent dans Paris-Normandie aujourd'hui. Plein de choses encore aujourd'hui. Forcément, on revient sur les attentes autour du déconfinement, les attentes très fortes. On sait que Thomas est monomaniaque sur ce sujet aujourd'hui, mais comme beaucoup de gens, je pense. On est revenu évidemment sur la question des masques. On en parlait tout à l'heure avec Karine Wolftal. Il y a un bon reportage, Sylvain, et je le dis sans flagornerie aucune, mais que vous avez réalisé sur le Mont-Saint-Michel. Est-ce qu'il y a un sujet sur Évreux, puisqu'on est avec Vincent le Gallois là, il y a tous les jours des sujets sur je crois qu'il y a le sujet de la cueillette des fraises près d'Évreux, il me semble. Et voilà, ça nous ramène à Évreux, ça nous amène à Vincent le Gallois qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vincent, vous qui êtes en direct depuis la rédaction locale de Paris-Normandie à Évreux. On était passé par Évreux il y a un certain nombre de jours. Nous revoici, ou plutôt vous revoici, pour nous donner les échos de votre territoire. Qu'est-ce qui est marquant en ce moment du côté de chez vous, si je puis dire? Ouais, vous parliez de la cueillette, on va parler aussi des masques, du gel, du matériel qui manque. On a les syndicats de la ville et de l'agglo qui se plaignent, qui redoutent fortement
le déconfinement et tout ce qui va se passer à partir du mois prochain. Donc il y a ça, et puis ce qui nous permet de revenir un peu, de faire la situation. Jeudi, il y avait une distribution gratuite de gel et de masques organisée par la municipalité. La semaine précédente, il y avait une centaine de personnes, et là, il y avait plusieurs centaines de personnes qui se sont réparties tout au long du centre-ville d'Évreux. Il y a eu une queue infinie. Oui, on le voit. Un petit masque et une petite dose de gel, donc ça prouve aussi qu'il y a une vraie demande, une vraie inquiétude, et qu'à partir du moment où quelqu'un est capable d'en offrir, il y a du monde au balcon, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que le confinement est toujours bien respecté sur votre secteur ? Globalement, oui. On a eu une affaire de rodéo qui a beaucoup animé le secteur le week-end du 11-12 avril, qui est en train d'ailleurs de connaître des suites policières et judiciaires ces jours-ci. On en parlera notamment sur le site un peu plus tard et dans le journal de demain. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Je trouve que ça circule beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un constat général. Oui, en ce moment. ouais. On a l'impression que c'est déjà un peu déconfiné. Voilà. Hier c'était très calme. Mais aujourd'hui, ça circule, ça marche, ça se balade. C'est un peu. Il y a peut-être un peu de relâchement ou de lassitude, je crois, surtout. Dites-moi, Vincent, on sait que le maire d'Évreux, il est à la fois élu local et professionnel de santé. Alors en ce moment, il est quoi ? Il est plutôt élu local ou plutôt professionnel de santé dans son agenda quotidien ? Il est les deux. Il est un médecin qui fait de la politique et un homme politique qui est accessoirement aux urgences. Ce qui lui permet d'avoir ce double regard. Mais oui, il assure ses gardes à la clinique Pasteur et il est toujours aussi actif à la mairie, dans la cellule de crise qui est mise en place au niveau de l'agglo. Et puis aussi toujours en campagne, car ici à Évreux, on attend toujours la triangulaire du deuxième tour. Ouais, tout ça, c'est des sujets qui sont un peu passés dans l'ombre par rapport à la priorité de l'actu de la crise. Juste une petite question au sujet du travail quotidien. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude aussi qui finit par s'installer sur le sujet ? Je sais pas, à notre niveau, je trouve pas. Peut-être au niveau de nos lecteurs, qui sont peut-être aussi un peu abreuvés, un peu gavés de toute cette actualité. Alors je sais que tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans un micro-trottoir qui parlait de climat médiatique anxiogène. Moi, je trouve pas que c'est les médias qui le créent, ce climat. Mais en tout cas, le climat est anxiogène, mais les médias ne font que refléter l'actualité. Merci Vincent. beaucoup, Vincent, Merci. puisque nous avons décroché là de Radio Sensation. Oui, j'attendais l'info. Je m'apprêtais à faire ma conclusion pour... Vous voyez, je vous mets dans les coulisses. Je m'apprêtais à faire la conclusion pour Radio Sensation, mais le signal vient de décrocher. On a rendu l'antenne à Radio Sensation. Donc je vous laisse continuer, Vincent. Eh ben, je crois que Vincent a terminé. Je crois qu'il avait fini. Donc voilà. Merci Vincent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Vincent. Et puis on vous retrouve sur le plateau quand vous voulez. N'attendez pas qu'on vous appelle. Vous pouvez aussi nous solliciter. On sera très heureux de passer par Évreux. Ok, merci à vous. Bonne continuation dans vos activités journalistiques et puis à très vite. On termine comme tous les mardis et les jeudis avec la magie, avec notre prestidigitateur préféré, adoré. Il faut que je le décale alors. Je sais pas, là il n'est pas rentré dans le studio. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il va arriver Où par le est-il ? plafond peut-être. Ah, le voici qui paraît. Voilà On va lui faire un peu de Draco place. du jour. Le Draco du jour qui arrive sanglé dans son veston, avec sa pochette blanche et son gilet. Bonjour mon cher Draco. Ça bouge sur le plateau, Oui, c'est un peu comme chez live. nous, c'est un peu comme à la maison. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Très bien. Très très bon. Oui, Parfait. oui. Bah, écoutez, autant que possible, comme tous celles et ceux qui nous regardent, on fait au mieux. Alors, Draco n'avait pas disparu, il est réapparu et il arrive avec sa petite bouteille. C'est un peu vintage. Oui, c'est ça. On est un petit peu dans la voilà. Vous imaginez Tiens, soulevez-le pour qu'on le voit. L'écrivain avec sa plume, vous voyez, qui médite et qui pendant le confinement écrit des nouvelles, des poèmes. Alors chaque mardi, je vous amène toujours une petite bêtise. On a transformé un gant en poisson, on a transformé une serviette en poulet, on a fait des choses. Et là aujourd'hui, je vais vous amener un mouchoir. Alors on ne va pas pleurer, absolument pas. Vous savez que c'est le printemps, je vous apprends rien. Et donc un petit truc que vous allez pouvoir faire à la maison avec un mouchoir en papier.
les magiciens aiment bien recycler, transformer. Alors je vous montre, c'est très très simple. La première étape, c'est de faire un petit tube autour des doigts, comme ceci, voilà. Hop, voilà, je montre. Ensuite, on pince ici, et vous voyez, regardez, vous allez commencer à voir apparaître quelque chose qui est en rapport avec le printemps. On tourne comme ça, hop. Une fleur. Ouais, c'est mignon. Et on peut le refaire à la maison, petit, grand, tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant, qui ont une âme de créateur, voilà, qui aiment faire des loisirs créatifs. Hop, on replie encore un petit peu, hop, on tourne, on tourne, on tourne. On a fait la petite feuille, vous voyez, avec un coin du mouchoir. Et voilà, ensuite on peut parfumer, offrir ça à sa maman, à sa chérie, à sa grand-mère. Voilà, on peut faire une jolie fleur. L'origami, alors c'est l'origami, un art ancestral, au Japon, ils font ça tous les jours, matin, midi et soir. Et puis alors, pendant ce confinement, je voulais vous présenter un grand classique de la magie, mais vous savez que je me suis aperçu, et vous aussi sûrement, qu'on n'a jamais vu autant de liens sociaux se créer. C'est vrai, pendant ce confinement, on a les gens qui se rapprochent, qui font des choses malgré le fait qu'on soit éloigné. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que j'ai ici entre mes mains une bobine qui contient le fil de la vie. Et le fil de la vie, il est parfois particulier, on l'a vu ces derniers temps, on vit des épreuves pas toujours évidentes, mais ça rapproche les gens et je me suis dit que ce serait l'occasion peut-être d'utiliser ce fil pour créer une métaphore magique, peut-être mystique. Alors hop, on va essayer de créer une petite ambiance. Alors, je vais allumer la bougie, hop. Voilà, comme ça on est dans l'ambiance, vous voyez, on a la flamme. Mais finalement il s'occupe, Draco, hein. Voilà. Il s'occupe, on lui donne une petite bougie et un fil et puis on est tranquille. Exactement. Alors on imagine moi je ne me suis jamais ennuyé. Hein. Au-delà du fait que j'ai des amis dans ma tête, j'ai toujours eu de quoi m'amuser. On imagine le fil de la vie, alors qui est un peu triste parfois avec toutes les complications qu'on peut notamment vivre en ce moment, le confinement, etc. Et souvent on demande aux magiciens de faire des miracles. On aimerait que les magiciens puissent faire des miracles. Et c'est vrai que si on pouvait, peut-être, on imaginerait comme ça on imagine qu'on pourrait enlever tous les moments désagréables de la vie de quelqu'un, vous voyez, comme je suis en train de le faire, pour ne laisser place qu'aux choses positives, le bonheur, le bien-être, le partage, comme on le voit en ce moment, la solidarité. Alors, moi je suis quelqu'un d'assez concret. Vous avez donc coupé votre fil qui n'en faisait qu'un en plusieurs. Exactement, voilà. Tout ça pour mettre en avant ces instants de bonheur intense qu'on vit en ce moment, de partage, de solidarité. Et si tout va bien, vous voyez, comme ça, hop, je vais essayer de recréer le fil de la vie amélioré, puisqu'on a enlevé tous les moments désagréables, pour ne laisser que les moments agréables. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux comme ça, parce que ça, c'est le fil de la vie reconstitué avec que du bonheur, de l'amour, du partage et de la solidarité. Voilà, les amis. Les parcs nous bien se tenir, en fait. Voilà. Ne vous retenez pas dans les applaudissements. On peut y aller franchement. Ce n'est ni plus ni moins que le tour de la corde que vous nous refaites une deuxième fois. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. En miniature. Voilà, vous avez vu quelque chose, messieurs? Vous avez Anthony cherche le truc. Hein. En fait, je cherche même pas à savoir, j'ai pas envie de savoir. C'est bien, voilà, mais c'est la bonne attitude. Merci beaucoup, Draco, de nous émerveiller en fin d'émission, le mardi et le jeudi, aux alentours de 13h. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Ça se passe bien, les sessions live le soir sur Facebook? C'est très très bien, tous les soirs à 21h, voilà, il y a beaucoup de monde, on s'amuse bien, on fait plein de choses, voilà. Puis les gens sont très demandeurs, hein. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement, on le voit avec tous les gens qui vous suivent chaque midi, mais voilà, les gens ont besoin de ça. Et bien refaites votre promo pour ce soir. Tous les soirs à 21h sur Facebook, en direct live, voilà, on fait des jeux, de la magie, de l'humour, il y a des quiz, des blind tests, il y a plein de choses. Voilà, tiens, j'aimerais que Draco nous le fasse encore plus publicitaire. Je voudrais que Martin cadre serré sur Draco, et là Draco face caméra, quelque chose de très promotionnel. Là. C'est vrai. Mettez-y vos tripes là. Je voudrais... Chers amis, vous qui êtes confinés, le soir, vous vous ennuyez, bien, c'est terminé l'ennui, parce que chaque soir, vous allez me retrouver à 21h sur Facebook pour un direct de folie pendant 1 heure. On s'amuse, on rigole, on fait de la magie, on apprend plein de choses, et surtout, on est connecté malgré ce confinement. Excellent, excellent, bravo. J'ai bien eu raison de vous demander ça, Draco. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis encore aujourd'hui. Nous serons là demain. Demain, nous serons mercredi. Encore beaucoup de sujets à vous proposer demain. Et puis, participez aussi. Vous commenterez, vous questionnerez. Et on fera tout ça ensemble. Restez chez vous, soyons solidaires. Et puis, à demain. À demain.